Cher comte, chère comtesse, ici la comtesse ASMR. Je suis de retour après une petite période d'absence, je m'en excuse. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de mon podcast Compte sur moi, disponible également sur Spotify, qui est une lecture chuchotée. Et aujourd'hui, on s'attaque à la partie 3 de La Mare au diable de George Sand. La grise était jeune, belle et vigoureuse. Elle portait sans effort son double fardeau, couchant les oreilles et rongeant son frein, comme une fière et ardente jument qu'elle était. En passant devant le pré long, elle aperçut sa mère, qui s'appelait la vieille grise. Comme elle, la jeune grise, et elle hennit en signe d'adieu. La vieille grise approcha de la haie en faisant résonner ses enferges, essaya de galoper sur la marge du pré pour suivre sa fille. Puis, la voyant prendre le grand trot, elle hennit à son tour et resta pensive, inquiète, le nez au vent, la bouche pleine d'herbe qu'elle ne songeait plus à manger. Cette pauvre bête connaît toujours sa progéniture, dit Germain pour distraire la petite Marie de son chagrin. Ça me fait penser que je n'ai pas embrassé mon petit Pierre avant de partir. Le mauvais enfant n'était pas là. Il voulait, hier au soir, me faire promettre de l'emmener, et il a pleuré pendant 1 heure dans son lit. Ce matin encore, il a tout essayé pour me persuader. Oh, qu'il est adroit et câlin. Mais quand il a vu que ça ne se pouvait pas, monsieur s'est fâché. Il est parti dans les champs et je ne l'ai pas revu de la journée. Moi, je l'ai vu, dit la petite Marie en faisant effort pour rentrer ses larmes. Il courait avec les enfants de Soulas du côté des Tailles, et je me suis bien douté qu'il était hors de la maison depuis longtemps, car il avait faim et mangeait des prunelles et des mûres de buisson. Je lui ai donné le pain de mon goûter, et il m'a dit « Merci, ma Marie mignonne. Quand tu viendras chez nous, je te donnerai de la galette. » C'est un enfant trop gentil que vous avez là, Germain. Oui, qu'il est gentil, reprit le laboureur, et je ne sais pas ce que je ne ferais pas pour lui. Si sa grand-mère n'avait pas eu plus de raison que moi, je n'aurais pas pu me tenir de l'emmener. Quand je le voyais pleurer si fort que son pauvre petit cœur en était tout gonflé. Eh bien, pourquoi ne l'auriez-vous pas emmené, Germain? Il ne vous aurait guère embarrassé. Il est si raisonnable quand on fait sa volonté. Il paraît qu'il aurait été de trop là où je vais. Du moins, c'était l'avis du père Maurice. Moi, pourtant, j'aurais pensé qu'au contraire, il fallait voir comment on le recevrait, et qu'un si gentil enfant ne pouvait qu'être pris en bonne amitié. Mais ils disent à la maison qu'il ne faut pas commencer par faire voir les charges du ménage. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, petite Marie, tu n'y comprends rien. Si fait, Germain, je sais que vous allez vous marier, ma mère me l'a dit, en me recommandant de n'en parler à personne, ni chez vous, ni là où je vais. Et vous pouvez être tranquille, je n'en dirai mot. Tu feras bien, car ce n'est pas fait. Peut-être que je ne conviendrai pas à la femme en question. Il faut espérer que si, Germain. Pourquoi donc ne lui conviendrez-vous pas? Qui sait? J'ai 3 enfants, et c'est lourd pour une femme qui n'est pas leur mère. C'est vrai, mais vos enfants ne sont pas comme d'autres enfants. Crois-tu? Ils sont beaux comme des petits anges, et si bien élevés qu'on n'en veut pas voir de plus aimable. Il y a Sylvain qui n'est pas trop commode. Il est tout petit, il ne peut pas être autrement que terrible, mais il a tant d'esprit. C'est vrai qu'il a de l'esprit et un courage. Il ne craint ni vache, ni taureau, et si on le laissait faire, il grimperait déjà sur les chevaux avec son aîné. Moi, à votre place, j'aurais amené l'aîné. Bien sûr que ça vous aurait fait aimer tout de suite d'avoir un enfant si beau. Oui, si la femme aime les enfants, mais si elle ne les aime pas, est-ce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les enfants? Pas beaucoup, je pense, mais enfin il y en a, et c'est là ce qui me tourmente. Vous ne la connaissez donc pas du tout, cette femme? Pas plus que toi, et je crains de ne pas la mieux connaître après que je l'aurai vue. Je ne suis pas méfiant, moi. Quand on me dit de bonnes paroles, j'y crois.
ses actions. On dit que c'est une fort brave femme. Qui dit cela? Le père Maurice. Oui, votre beau-père. C'est fort bien, mais il ne la connaît pas non plus. Eh bien, vous la verrez tantôt. Vous ferez grande attention, et il faut espérer que vous ne vous tromperez pas, Germain. Tiens, petite Marie, je serais bien aise que tu entres un peu dans la maison, avant de t'en aller tout droit aux ormeaux. Tu es fine, toi, tu as toujours montré de l'esprit, et tu fais attention à tout. Si tu vois quelque chose qui te donne à penser, tu m'en avertiras tout doucement. Oh, non, Germain, je ne ferai pas cela. Je craindrais trop de me tromper. Et d'ailleurs, si une parole dite à la légère venait à vous dégoûter de ce mariage, vos parents m'en voudraient. Et j'ai bien assez de chagrin comme ça, sans en attirer d'autres sur ma pauvre chère femme de mère. Comme il devisait ainsi, la grise fit un écart en dressant les oreilles, puis revint sur ses pas et se rapprocha du buisson, où quelque chose qu'elle commençait à reconnaître l'avait d'abord effrayée. Germain jeta un regard sur le buisson et vit dans le fossé, sous les branches épaisses et encore fraîches d'un têteau de chêne, quelque chose qu'il prit pour un agneau. C'est une bête égarée, dit-il, ou morte, car elle ne bouge. Peut-être que quelqu'un la cherche. Il faut voir. Ce n'est pas une bête, s'écria la petite Marie. C'est un enfant qui dort. C'est votre petit Pierre. Par exemple, dit Germain en descendant de cheval, voyez ce petit garnement qui dort là, si loin de la maison, et dans un fossé où quelques serpents pourraient bien le trouver. Il prit dans ses bras l'enfant qui lui sourit, en ouvrant les yeux et jeta ses bras autour de son cou en lui disant « Mon petit père, tu vas m'emmener avec toi. » Ah oui, toujours la même chanson. Que faisiez-vous là, mauvais Pierre? J'attendais mon petit père à passer, dit l'enfant. Je regardais sur le chemin et à force de regarder, je me suis endormie. Et si j'étais passé sans te voir, tu serais resté toute la nuit dehors et le loup t'aurait mangé. Oh, je savais bien que tu me verrais, répondit petit Pierre avec confiance. Eh bien, à présent, mon Pierre, embrasse-moi, dis-moi adieu et retourne vite à la maison si tu ne veux pas qu'on soupe sans toi. Tu ne veux donc pas m'emmener? S'écria le petit, en commençant à frotter ses yeux pour montrer qu'il avait dessein de pleurer. Tu sais bien que grand-père et grand-mère ne le veulent pas, dit Germain, se retranchant derrière l'autorité des vieux parents comme un homme qui ne compte guère sur la sienne propre. Mais l'enfant n'entendit rien. Il se prit à pleurer tout bon, disant que, puisque son père emmenait la petite Marie, il pouvait bien l'emmener aussi. On lui objecta qu'il fallait passer les grands bois, qu'il y avait là beaucoup de méchantes bêtes qui mangeaient les petits enfants, et que la grise ne voulait pas porter 3 personnes, qu'elle l'avait déclaré en partant, et que dans le pays où l'on se rendait, il n'y avait ni lit ni souper pour les marmots. Toutes ces excellentes raisons ne se persuadèrent point. Petit Pierre, il se jeta sur l'herbe et s'y roula, en criant que son petit père ne l'aimait plus, et que s'il ne l'emmenait pas, il ne rentrerait point du jour ni de la nuit à la maison. Germain avait un cœur de père aussi tendre et aussi faible que celui d'une femme. La mort de la sienne, les soins qu'il avait été forcé de rendre seul à ses petits, aussi la pensée que ces pauvres enfants sans mère avaient besoin d'être beaucoup aimés, avait contribué à le rendre ainsi, et il se fit en lui un si rude combat, d'autant plus qu'il rougissait de sa faiblesse et s'efforçait de cacher son malaise à la petite Marie, que la sueur lui en vint au front et que ses yeux se bordèrent de rouge, prêts à pleurer aussi. Enfin, il essaya de se mettre en colère, mais en se retournant vers la petite Marie comme pour la prendre à témoin de sa fermeté d'âme, il vit que le visage de cette bonne fille était baigné
Qu'à cela ne tienne, répondit Germain, qui mourait d'envie de se laisser convaincre. La crise est forte et emporterait 2 de plus s'il y avait place sur son échine. Mais que ferons-nous de cet enfant en route? Il aura froid, il aura faim, et qui prendra soin de lui ce soir et demain pour le coucher, le laver et le rhabiller? Je n'ose pas donner cet ennui-là à une femme que je ne connais pas, et qui trouvera sans doute que je suis bien sans façon avec elle pour commencer. D'après l'amitié ou l'ennui qu'elle montrera, vous la connaîtrez tout de suite. Germain, croyez-moi, et d'ailleurs si elle rebute votre pierre, moi, je m'en charge. J'irai chez elle l'habiller, et je l'emmènerai au champ demain. Je l'amuserai toute la journée et j'aurai soin qu'il ne manque de rien. Et il t'ennuiera, ma pauvre fille, il te gênera, toute une journée c'est long. Ça me fera plaisir, au contraire, ça me tiendra compagnie, et ça me rendra moins triste le premier jour que j'aurai à passer dans un nouveau pays. Je me figurerai que je suis encore chez nous. L'enfant, voyant que la petite Marie prenait son parti, s'était cramponné à sa jupe, et la tenait si fort qu'il eût fallu lui faire du mal pour l'en arracher. Quand il reconnut que son père cédait, il prit la main de Marie dans ses 2 petites mains brunies par le soleil, et l'embrassa en sautant de joie et en la tirant vers la jument, avec cette impatience ardente que les enfants portent dans leurs désirs. « Allons, allons, dit la jeune fille, en le soulevant dans ses bras. Tâchons d'apaiser ce pauvre cœur qui saute comme un petit oiseau. Et si tu sens le froid quand la nuit viendra, dis-le-moi, mon Pierre, je te serrerai dans ma cape. Embrasse ton petit père et demande-lui pardon d'avoir fait le méchant. Dis que ça ne t'arrivera plus, jamais, jamais, entends-tu? Oui, oui, à condition que je ferai toujours sa volonté, n'est-ce pas? Dit Germain en essuyant les yeux du petit avec son mouchoir. Ah, Marie, vous me le gâtez, ce drôle-là. Et vraiment, tu es une trop bonne fille, petite Marie. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas entrée bergère chez nous à la Saint-Jean dernière. Tu aurais pris soin de mes enfants, et j'aurais mieux aimé te payer un bon prix pour les servir, que d'aller chercher une femme qui croira peut-être me faire beaucoup de grâce en ne les détestant pas. Il ne faut pas voir comme ça les choses par le mauvais côté, répondit la petite Marie, en tenant la bride du cheval pendant que Germain plaçait son fils sur le devant du large bas garni de peau de chèvre. Si votre femme n'aime pas les enfants, vous me prendrez à votre service l'an prochain, et soyez tranquille, je les amuserai si bien qu'ils ne s'apercevront de rien. Ah ça, dit Germain, lorsqu'ils eurent fait quelques pas, que va-t-on penser à la maison en ne voyant pas rentrer ce petit bonhomme? Les parents vont être inquiets et le chercher partout. Vous allez dire au cantonnier qui travaille là-haut sur la route que vous l'emmenez et vous lui recommanderez d'avertir tout le monde. C'est vrai, Marie, tu t'avises de tout, toi. Moi, je ne pensais plus que Janine devait être par là. Et justement, il demeure tout près de la métairie, et il ne manquera pas de faire la commission. Quand on eut avisé à cette précaution, Germain remit la jument au trot, et petit Pierre était si joyeux qu'il ne s'aperçut pas tout de suite qu'il n'avait pas dîné. Mais le mouvement du cheval lui creusant l'estomac, il se prit au bout d'une lieue à bâiller, à pâlir, et à confesser qu'il mourait de faim. Voilà que ça commence, dit Germain. Je savais bien que nous n'irions pas loin sans que ce monsieur crie à la faim ou la soif. J'ai soif aussi, dit petit Pierre. Eh bien, nous allons donc entrer dans le cabaret de la mère Rebec à Corlay au point du jour. Belle enseigne, mes pauvres gîtes. Allons, Marie, tu boiras aussi un doigt de vin. Non, non, je n'ai besoin de rien, dit-elle. Je tiendrai la jument pendant que vous entrerez avec le petit. Mais j'y songe, ma bonne fille, tu as donné ce matin le pain de ton goûter à mon Pierre, et toi tu es à jeun. Tu n'as pas voulu dîner avec nous à la maison, tu ne faisais que pleurer. Oh, je n'avais pas faim, j'avais trop de peine. Et je vous jure qu'à présent encore, je ne sens aucune envie de manger. Il faut te forcer, petite, autrement, tu seras malade. Nous avons du chemin à faire et il ne faut pas arriver là-bas comme des affamés pour demander du pain avant de dire bonjour. Moi-même, je veux te donner l'exemple, quoique je n'ai pas grand appétit, mais j'en viendrai à bout, vu que, après tout, je n'ai pas dîné non plus. Je vous voyais pleurer, toi et ta mère, et ça me troublait le cœur.
persuadée que 7 mois seraient bientôt passés, et pour songer au bonheur qu'elle aurait de se retrouver dans sa famille et dans son hameau, puisque le père Maurice et Germain s'accordaient pour lui promettre de la prendre à leur service. Mais comme elle commençait à s'égayer et à badiner avec le petit Pierre, Germain eut la malheureuse idée de lui faire regarder par la fenêtre du cabaret la belle vue de la vallée qu'on voit tout entière de cette hauteur, et qui est si riante, si verte et si fertile. Marie regarda et demanda si de là on voyait les maisons de Bel Air. Sans doute, dit Germain, et la métairie, et même ta maison. Tiens, ce petit point gris, pas loin du grand peuplier à Godard, plus bas que le clocher. Ah, je la vois, dit la petite. Et là-dessus, elle recommença de pleurer. J'ai eu tort de te faire songer à ça, dit Germain. Je ne fais que des bêtises aujourd'hui. Allons, Marie, partons, ma fille. Les jours sont courts et dans une heure, quand la lune montera, il ne fera pas chaud. Ils se remirent en route, traversèrent la grande brande, et comme pour ne pas fatiguer la jeune fille et l'enfant par un trop grand trot, Germain ne pouvait faire aller la grise bien vite. Le soleil était couché quand ils quittèrent la route pour gagner les bois. Germain connaissait le chemin jusqu'au Magnier, mais il pensa qu'il aurait plus court en ne prenant pas l'avenue de Chanteloupe. Mais, en descendant par Presles et la Sépulture, direction qu'il n'avait pas l'habitude de prendre quand il allait à la foire, il se trompa et perdit encore un peu de temps avant d'entrer dans le bois. Encore n'y entra-t-il point par le bon côté, et il ne s'en aperçut pas, si bien qu'il tourna le dos à Fourches et gagna beaucoup plus haut du côté d'Ardentes. Ce qui l'empêchait alors de s'orienter, c'était un brouillard qui s'élevait avec la nuit, un de ces brouillards des soirs d'automne que la blancheur du clair de lune rend plus vague et plus trompeur encore. Les grandes flaques d'eau dont les clairières sont semées exhalaient des vapeurs si épaisses que lorsque la crise les traversait, on ne s'en apercevait qu'au chaque clapotement de ses pieds et à la peine qu'elle avait à les tirer de la vase. Quand on eut enfin trouvé une belle allée bien droite et qu'arrivé au bout, Germain chercha à voir où il était. Il s'aperçut bien qu'il s'était perdu, car le père Maurice, en lui expliquant son chemin, lui avait dit qu'à la sortie des bois, il aurait à descendre un bout de côte très raide, à traverser une immense prairie et à passer 2 fois la rivière à gué. Il lui avait même recommandé d'entrer dans cette rivière avec précaution, parce qu'au commencement de la saison, il y avait eu de grandes pluies et que l'eau pouvait être un peu haute. Ne voyant ni descente, ni prairie, ni rivière, mais la lande unie et blanche comme une nappe de neige, Germain s'arrêta, chercha une maison, attendit un passant, et ne trouva rien qui pût le renseigner. Alors, il revint sur ses pas et rentra dans les bois. Mais le brouillard s'épaissit encore plus. La lune fut tout à fait voilée, les chemins étaient affreux, les fondrières profondes, par 2 fois. La grise faillit s'abattre. Chargée comme elle l'était, elle perdait courage, et si elle conservait assez de discernement pour ne pas se heurter contre les arbres, elle ne pouvait empêcher que ceux qui la montaient n'eussent affaire à de grosses branches, qui barraient le chemin à la hauteur de leur tête, et qui les mettaient fort en danger. Germain perdit son chapeau dans une de ces rencontres et eut grand-peine à le retrouver. Petit Pierre s'était endormi, et, se laissant aller comme un sac, il embarrassait tellement les bras de son père que celui-ci ne pouvait plus ni soutenir ni diriger le cheval. « Je crois que nous sommes ensorcelés, dit Germain en s'arrêtant, car ces bois ne sont pas assez grands pour qu'on s'y perde, à moins d'être ivre, et il y a 2 heures au moins que nous y tournons sans pouvoir en sortir. La grise n'a qu'une idée en tête, c'est de s'en retourner à la maison, et c'est elle qui me fait tromper. Si nous voulons nous en aller chez nous, nous n'avons qu'à la laisser faire. Mais quand nous sommes peut-être à 2 pas de l'endroit où nous devons coucher, il faudrait être fou pour y renoncer et recommencer une si longue route. Cependant, je ne sais plus que faire. Je ne vois ni ciel ni terre, et je crains que cet enfant-là ne prenne la fièvre si nous restons dans ce damné brouillard, ou qu'il ne soit écrasé par notre poids si le cheval vient à s'abattre en avant. Il ne faut pas nous obstiner davantage, dit la petite Marie. Descendons, Germain, donnez-moi l'enfant, je le porterai fort bien, et j'empêcherai mieux que vous que la cape, se dérangeant, ne le laisse à découvert. Vous conduirez la jument par la bride, et nous verrons peut-être plus clair quand nous serons plus près de la terre.
réussi qu'à les préserver d'une chute de cheval, car le brouillard rampait et semblait se coller à la terre humide. La marche était pénible, et ils furent bientôt si harassés qu'ils s'arrêtèrent en rencontrant enfin un endroit sec sous de grands chênes. La petite Marie était en nage, mais elle ne se plaignait ni ne s'inquiétait de rien. Occupée seulement de l'enfant, elle s'assit sur le sable et le coucha sur ses genoux, tandis que Germain explorait les environs, après avoir passé les rênes de la Grise dans une branche d'arbre. Mais la Grise, qui s'ennuyait fort de ce voyage, donna un coup de rein, dégagea les rênes, rompit les sangles et lâchant, par manière d'acquis, une demi-douzaine de ruades plus haut que sa tête, partit à travers les taillis, montrant fort bien qu'elle n'avait besoin de personne pour retrouver son chemin. Ça, dit Germain, après avoir vainement cherché à la rattraper, nous voici à pied, et rien ne nous servirait de nous trouver dans le bon chemin, car il nous faudrait traverser la rivière à pied. Et à voir comme ces routes sont pleines d'eau, nous pouvons être sûrs que la prairie est sous la rivière. Nous ne connaissons pas les autres passages. Il nous faut donc attendre que ce brouillard se dissipe. Ça ne peut pas durer plus d'1 heure